la destination de cet argent, en nous donnant cet accord, ce n'est pas une aide qu'on donne comme toute aide, ça il faut le dire. C'est une aide qui est conditionnée, c'est une aide avec condition. L'argent, oui, vu le montant, on peut dire que les espèces ne vont pas répondre. Mais laisse-moi vous dire, il y a un langage entrepreneurial qui dit ceci: le manque d'argent est un moyen d'avoir de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien ou ce n'est pas parce qu'on a peu qu'on ne peut rien faire. Non. FMI vient là nous aider. L'accord s'étend sur plusieurs aspects. Parmi tant d'autres, je prends l'exemple de l'assistance technique permanente que le FMI va apporter au Congo. Mais l'assistance technique permanente, c'est quoi? C'est le FMI étant une institution financière mondiale. On sous-entend que le FMI détient en son sein des meilleurs économistes, sinon des économistes les plus brillants du monde. Et donc ces derniers vont apporter leurs connaissances, leur expertise pour réorganiser l'économie congolaise. Ça, c'est au-delà des montants alloués, au-delà des chiffres. Voyez un peu comment la généralité de cet accord nous aide. Et ces derniers viendront aider le Congo dans la faisabilité, dans peut-être la conception des projets, de telle sorte que, à compter d'aujourd'hui, les projets que le Congo va entreprendre soient mariés avec les réalités actuelles, spécialement congolaises. Voilà, tout ça là, ce sont des atouts de l'accord. Mais si on tient compte que du chiffre ou des espèces que le FMI nous donne, à ce moment-là, on ne fait pas une bonne analyse. Parce qu'au-delà de ça, ça va susciter, je venais vous dire, la convoitise des partenaires. Ils viendront investir au Congo. Ça, c'est au-delà des espèces que le FMI nous a données. Donc voilà un peu, au-delà du montant alloué en espèces pour réorganiser l'économie congolaise, il y a aussi des volets qui peuvent bien évidemment nous aider à mener à bon escient ce combat. Si on se décide aujourd'hui à appliquer les lois qui existent déjà, je pense que tout le monde comprendra que oui, c'était facile à jouer. Mais lorsqu'on ne l'applique pas, pendant que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, crie à la gabegie financière, lui-même il le dit à la télé. Il a même dit un jour que je n'empêche pas la justice de faire son travail. Mais que fait la justice? La justice devait faire son travail. Comme il y a la gabegie, le chef est en train de crier haut et fort sur la gabegie, la justice allait prendre ça à bras le corps. La justice allait mener les enquêtes. La justice allait poursuivre. La justice allait mettre sur table tous les dossiers qui constituent des contentieux économiques au niveau du Congo. Tous les Congolais prennent comme exemple l'affaire de monsieur le contrôleur des marchés publics, monsieur Didier Longo. Mais vous n'allez pas me dire sur 4 millions d'habitants et sur 242 000 km², ce monsieur était seul à pouvoir briller sur ce chemin. Non, ça en tout cas on dit non. Et donc par là, la justice doit faire son travail. La justice doit mener les enquêtes. Nous, on avait une commission de lutte contre la corruption. Qu'a fait cette commission? Mais lorsque les penseurs, lorsque on crée des institutions, c'est pour le bien du peuple. Ce n'est pas pour le plaisir. Hier, on a voté oui pour le changement de la Constitution. On disait quoi? La Constitution là nous amène des nouvelles réalités qui se marient avec la vie actuelle. Il faut l'appliquer alors. Mais pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi la justice ne fait pas son travail? Si bien que le chef de l'État dit, moi je n'interdis pas à la justice de faire son travail. Pourquoi la justice ne le fait pas? Alors, si par exemple on gère la famille, on gère des affinités, on gère des connaissances dans la gestion de la chose publique, on ne va rien faire. FMI peut nous donner le budget le plus élevé du monde si le Congolais ne se met pas au travail. Si le Congolais ne peut pas reprendre conscience que nous sommes là face à une situation exceptionnelle, il nous faut un comportement exceptionnel, à ce moment-là, on ne va rien faire. Il y a aussi la nouvelle constitution donne à l'Assemblée le droit de sanctionner l'exécutif. Mais que fait l'Assemblée face à la gestion
mauvais ou bon. Que fait l'Assemblée? On n'a jamais vu un ministre qui a été sanctionné. La motion de censure n'est-il pas constitutionnelle? On l'a voté dernièrement. Mais voilà, l'Assemblée doit user de ses droits pour évidemment aider le peuple. Mais rien ne se fait. Ça, ce sont des choses que, face à cette situation, on a mettre sur table, ramener chacun à son niveau, devant sa responsabilité. À ce moment-là, les choses iront de l'avant. Mais si nous continuons comme ça, j'ai peur. À un certain moment, j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'on est au bord du système perpétuel. Le Congolais doit changer de mentalité. Celui de la justice doit faire son travail. S'il s'agit de poursuivre les dossiers problématiques qui relèvent bien de la gabégie, il doit faire son travail. S'il n'y a pas de textes qui stipulent que la gabégie au Congo ne peut pas être sanctionné ou n'est pas sanctionné. Les textes-là sont écrits par des Congolais. Ces mêmes Congolais peuvent les modifier pour la situation actuelle, pour que nous puissions s'en sortir. Si ce n'est pas ça, en tout cas, je ne sais pas quel miracle qu'on doit créer pour pouvoir contourner cette réalité qui demeure encore difficile jusqu'aujourd'hui, ça il faut le dire. Si tous ces gens-là, toutes ces institutions devraient normalement faire leur travail comme il se doit, on ne devait pas parler mot gabégie. On ne devait pas aller aujourd'hui se rabaisser devant le FMI. Mais hier, on nous a parlé des excédents budgétaires, mon cher journaliste. Où sont partis ces excédents? Ça veut dire que quelque part, on s'est mal comporté. Il faut avouer ce mal-là pour pouvoir le réparer. On s'est mal comporté et ce comportement nous a plongé dans la situation à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc la gabégie, c'est le résultat des institutions. Les institutions doivent faire leur travail. Les penseurs doivent se mettre au travail avec l'aide du FMI, avec l'assistance technique permanente du FMI pour pouvoir réformer, modifier là où il y a lieu de modifier, apporter quelques rectifications là où il s'agit bien, pour que nous puissions arriver à contourner cette situation. Donc, la gabégie, elle est là. Ça ne vient pas de moi, ça vient des gouvernants eux-mêmes. Ce n'est pas un secret, ça il faut le dire. Nous sommes malades, la gabégie est là, mais il faut bâtir des stratégies pour lutter contre cette gabégie. Mais si on ne le fait pas, mais quelles sont ces stratégies? La première stratégie, c'est l'application des textes, je vous l'ai dit. Appliquons les textes. Pourquoi les textes ne s'appliquent pas? Nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté. Vous êtes un père de famille, bourré de dettes. On vous prête de l'argent et on vous conditionne, on vous donne les conditions. Ça veut dire ceci, vous n'allez pas utiliser cet argent par rapport à vos besoins d'habitude, mais vous allez utiliser cet argent par rapport aux conditions données. C'est une pilule difficile à avaler, ça il faut l'avouer. C'est difficile à avaler parce que si chaque matin je mangeais 2 pains, avec les conditions qu'on m'a données chez le bailleur, il me demande de manger un pain ou demi-pain, mais le ventre là est habitué à 2 pains. Mais il faut serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture pour préparer un avenir meilleur pour ses enfants. C'est ce que doivent faire nos gouvernements. Tout le monde doit serrer la ceinture. Commençons du premier Congolais jusqu'au dernier Congolais. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de toute la population congolaise. Nous devons tous serrer la ceinture. Même au plus bas peuple, ceux qui sont dans les directions, les DG, les chefs de service, ceux qui reçoivent les Madé Swabana pour pouvoir faire évoluer un dossier. Ça aussi, on doit le décrier. Ce n'est pas le président de la République ou le ministre qui viendra surveiller l'action du DG dans une administration. Non, ça aussi, on doit le décrier. Et donc là, tout le monde doit prendre conscience. C'est une conscience collective. Commençons du premier jusqu'au dernier Congolais. Si on ne le fait pas, mon cher, je ne pense pas qu'on va contourner cette réalité. Et là aussi, j'en profite par votre voix à s'adresser à mes amis jeunes. Actuellement, ce que nous vivons là, c'est la jeunesse congolaise qui est en train de subir en bien comme en mal tout ce que nous vivons au pays. Et comment se comporte cette jeunesse? Est-ce qu'on se comporte bien? Est-ce qu'on est une jeunesse responsable?
on devait aussi contribuer dans cette lutte. On ne doit pas se mettre à l'écart. Parce que l'avenir, c'est nous. Sinon, le présent, aujourd'hui, c'est nous et l'avenir, ce sont nos enfants. Préparons l'avenir pour nos enfants. Pourquoi se mettre à l'écart? Pourquoi les jeunes se laissent dans la distraction? Pourquoi les jeunes se laissent ce qu'on appelle vulgairement dans l'attalakoutisme? On est là à faire le culte de personnalité d'un individu quelconque, d'une autorité quelconque au long de la journée. Ça va nous donner quoi? Mais le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, nous a ouvert les portes. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, nous voyons quelques jeunes à l'Assemblée. Hier, on ne peut pas voir un jeune à l'Assemblée. Oui, c'est vrai. On peut compter un ou deux, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Les partis politiques, tant à l'opposition, la majorité, au centre, a tendu la perche aux jeunes. La Chine a-t-elle eu raison de rééchelonner la dette congolaise? C'est une question que je ne voudrais pas répondre par le oui ou par le non. Je vais par là vous présenter mon analyse parce que chacun a son point de vue. D'entrée de jeu, le Congo et la Chine sont des vieux et des bons amis. Le Congo et la Chine, depuis la nuit des temps, entretiennent des relations très importantes, sinon efficaces, qui s'élargissent dans beaucoup de domaines. Dans le domaine du développement, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine, etc. etc. Et donc, l'efficacité de leurs relations, des relations du Congo avec la Chine, crée une bonne amitié. À ce moment-là, lorsqu'on est amis, qu'est-ce qu'on fait? On se soutient. Lorsqu'on est amis, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on est prêt à venir secourir les uns, sinon les autres. Mais aujourd'hui, le Congo se trouve en malheur. Il faut le dire, ça il faut le dire. Économiquement, nous sommes dans le désespoir. Le Congo se trouve en malheur, le Congo est dans les pleurs. Que fait la Chine en tant qu'ami? Que fait la Chine en tant que partenaire? Que fait la Chine en tant que partenaire privilégié du Congo? Et bien évidemment, la Chine vient au secours du Congo. Et ça, là, ce secours s'articule autour du rééchelonnement de la dette. Le rééchelonnement de la dette. Le Congo et la Chine se sont retrouvés une fois en Chine pour parler de cette dette. Et la Chine a pensé bien d'aider le Congo par le rééchelonnement, c'est-à-dire repousser les échéances à une date ultérieure. Et en faisant cela, ça donne le temps au Congo d'organiser l'économie, ça donne le temps au Congo de pouvoir respirer afin de créer des unités prometteurs, sinon de rentabilité, qui va permettre au Congo de pouvoir rembourser la dette dans la date prévue, dans la date prévue dans ce rééchelonnement. C'était même le principal blocus du dossier FMI. Vous voyez, ça a traîné jusqu'à 3 ans, 10 ans. On nous a fait marcher pendant 2 ans, jusqu'à accorder l'accord jusqu'à la 3e année, bien évidemment parce que la dette chinoise et la dette congolaise envers la Chine constituaient un blocage dans le dossier FMI Congo. Donc il fallait d'abord commencer avec la Chine, dénouer le problème de la dette avec la Chine pour que, bien évidemment, ce dénouement nous donne de la crédibilité envers le FMI, nous donne le courage et la force de l'énergie de pouvoir aller discuter avec le FMI. Parce que c'était le principal blocus. Nul n'était ce service que la Chine a rendu au Congo, qu'on appelle bien le rééchelonnement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on pouvait parler de l'accord de FMI. Sinon, on devait évoluer de négociation en négociation parce qu'il y avait un blocus. Bon, FMI Congo, les enjeux de cet accord. Vous allez comprendre avec moi que l'accord du FMI Congo vient donner le souffle à l'économie congolaise. Un pays ne peut pas fonctionner, on ne peut pas parler de développement si on n'a pas une économie stable. On ne peut pas parler économie si on n'a pas encore au départ une économie. Et donc l'accord de FMI vient donner un souffle au Congo. Dans quel sens? L'accord de FMI redonne de l'espoir, la confiance envers
les partenaires nationaux et internationaux du Congo, bien sûr. Et donc, la situation à laquelle hier on se trouvait, les partenaires étaient douteux. Est-ce que si j'investis au Congo, j'aurai un retour? Le Congo ne présente pas un bon climat d'affaires. Le Congo ne présente pas des atouts économiques propices à l'investissement. Ce que le FMI a fait, bien évidemment, c'est une aide de plus pour le Congo. Le FMI, cet accord vient donner la crédibilité au marché congolais. Cet accord va pousser, va susciter la convoitise, voulais-je dire, envers les partenaires nationaux comme internationaux. À travers cet accord, le monde comprendra que finalement, il y a maintenant la crédibilité au Congo. Parce que ce qui est vrai, arracher aujourd'hui l'accord FMI, ce n'est pas facile. Pour cela, il faut le dire, il faut apprécier un fait à sa juste valeur. Je vais la remercier, son Excellence le Président de la République, M. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Sinon, l'équipe qui a contribué dans le dossier FMI jusqu'à l'aboutissement, même si oui, la rue peut extrapoler que c'est une aide empoisonnée, mais moi je dis, j'apprécie le fait que le Congo soit capable de convaincre, de persuader le présidium ou le staff de FMI pour pouvoir flatter leur confiance et enfin l'assiette congolaise soit servie dans la marmite de FMI.